vais prendre la place aussi un tout petit instant de Marc Bayard, qui va nous rejoindre un peu plus tard. Et généralement, il démarre ses séquences en rappelant que les rencontres des savoir-faire sous l'égide du président des manufactures nationales, désormais Hervé Lemoine, sont organisées ici depuis maintenant une douzaine d'années et qu'elle comporte différentes séquences. Une séquence sur la matière mise à nu, une séquence sur les nouvelles perspectives artisanales, et puis ce soir, en ce qui nous concerne, le plaisir d'avoir les arts décoratifs de la table, et ce soir, à table, tout un art avec donc une première conférence, rencontre plutôt, qui débute cette nouvelle saison des rencontres des savoir-faire autour de alors l'intitulé, c'est «La stratégie du collectif des EPV, filière de la gastronomie». Vous allez voir qu'on a un certain nombre d'acronymes puisque désormais, vous êtes familier du PCI, nous allons donc découvrir les EPV. Et pour préciser cela, comme vous le savez, le patrimoine culturel immatériel, qui est un concept, donc PCI, un peu, maintenant on commence à être familier, mais qui est issu des arts et traditions populaires, du champ, on va dire, de l'ethnographie, a surgi sur la scène internationale avec la façon dont l'UNESCO s'en est emparé et a proposé en 2003 une convention pour la sauvegarde de ce patrimoine culturel immatériel, et dont un certain nombre de fleurons de la culture française, mais aussi de nombreux pays de par le monde, se sont emparés. Alors, pour ce qui est de la France, peut-être savez-vous, c'est une sorte d'inventaire un peu à la Prévert, avec aussi bien la tapisserie d'Aubusson, mais ici, ce qui nous rapproche aussi, la dentelle d'Alençon, la tradition équestre du cadre noir de Saumur, plus près, comme une sorte de transition un petit peu vers les sujets qui vont nous intéresser ce soir, le parfum du Pays de Grâce. On verra aussi tous ces savoir-faire qui ont été inscrits il y a 4 ou 5 ans. Et puis, bien sûr, et ça c'est cher à mon cœur, et pas uniquement, le repas gastronomique des Français, mais également la baguette, qui, pour le repas gastronomique, nous fêtons le 15e anniversaire de cette reconnaissance de l'UNESCO. Et donc cet ensemble forme ce qui est maintenant convenu d'appeler le patrimoine vivant. Or, ce patrimoine vivant, on le sait, il est porté donc par des communautés, par des artisans, des savoir-faire, et puis aussi il est porté et incarné et promu par des entreprises. Des entreprises qui, de toute taille, des ETI, PME, TPE, pardon, des entreprises de taille intermédiaire, des tailles de petites entreprises, des tailles de taille moyenne, et des entreprises familiales, parfois rattachées à des grands groupes industriels de premier rang, on va le voir. Donc ces entreprises du patrimoine vivant, c'est peut-être avant tout un label et un champ qu'on va explorer ensemble ce soir. On va vérifier l'importance aussi au sein de ce champ des patrimoines vivants de la gastronomie, et voir comment celle-ci peut se structurer et puis former une filière d'excellence au sein des entreprises du patrimoine vivant. Il faut donc, comme préambule, évidemment, était de définir ce dont on va parler. Je crois qu'on va avoir des interventions qui vont nous permettre d'éclairer. On va découvrir, redécouvrir, au fond, un peu comme le disait peut-être Monsieur Jourdain dans Le Bourgeois gentilhomme, peut-être qu'on fait tous un peu du patrimoine vivant sans toujours le savoir. Donc on va vérifier à la fois cela, et pour nous éclairer ce soir, on a le plaisir et l'honneur d'accueillir deux personnes qui nous font l'amitié d'être là et qui maîtrisent parfaitement ces sujets. D'une part, Béatrice Brandt, qui donc je vais commencer et présenter, et Philippe Moreau-Chevrolet, donc qui sont tous les deux présents pour expliquer un peu comment ces entreprises de patrimoine vivant, au-delà du label, portent comme ça une structure importante pour le développement et le rayonnement de la France. Béatrice Brandt, vous êtes donc diplômée de l'université de Toulouse, c'est bien, et on ne manque pas de rappeler qu'on avons un célèbre prix Nobel récemment d'ailleurs, voilà, Philippe Aghion, qu'on entend de plus en plus d'ailleurs dans les ondes, sur les ondes. Vous avez fait une partie de votre carrière dans différentes entreprises. Vous avez rejoint le groupe Elis en 2017 avec le Jacquard, enfin, le Jacquard français, disons, en 2017, sous le groupement de Elis. Et vous donnez à partir de, je crois que le groupement, enfin, le Jacquard français bénéficie du label depuis 2010,
donc un petit peu avant votre arrivée, mais comment vous allez utiliser et faire mettre en valeur ce label pour développer ce fleuron du savoir-faire et de l'excellence du textile français qu'est le Vacar français. On va voir ça. Philippe Moreau-Chevrolet, vous êtes, vous, diplômé de droit public, sciences politiques, CLJ, également En journalisme. en journalisme, en PNJ, enfin, centre de formation des journalistes. Vous avez officié un petit peu au Monde, à la Tribune, avant de vous orienter dans le conseil et de notamment rejoindre le cabinet Nocom fondé par Pierre Giacometti et Alain Perron, auquel vous coopérez toujours. Oui, bien sûr. Travaillez toujours. Et vous êtes, parce que j'ai trouvé je ne sais pas si c'est un petit pas de côté, ou en tout cas intéressant pour cerner vos multiples talents, aussi l'auteur d'une bande dessinée aux arènes. Ça s'appelle Le Président, sur Cyril Hanouna qui devient président de la République. Voilà, Et c'était le Covid, il fallait s'occuper, on avait quand même 3 mois pour écrire, donc j'ai fait une BD à ce moment-là. édité aux arènes, très bonne maison d'édition, et ce qui montre qu'effectivement on aura probablement le loisir de vous inviter à nouveau pour développer cet ensemble de talents. Si on est d'accord, on va démarrer donc par essayer de définir ce qu'est ou ce que sont les entreprises du patrimoine vivant. Merci. Bonsoir à tous. Merci pour cette introduction. Les entreprises du patrimoine vivant, en fait, ça fait déjà 20 ans que le label a été créé, en 2005 par Jean-Pierre Raffarin, qui était à l'époque au gouvernement. En fait, c'était un acte important pour nos entreprises françaises. En fait, il y a tous les mots comptent là-dedans, et évidemment le patrimoine et évidemment le vivant. C'est-à-dire que on a parlé du patrimoine immatériel, culturel, mais le fait que ce soit vivant, c'est important parce que on a des industries qui luttent pour pérenniser le savoir-faire français, et voilà, on a différentes difficultés qu'on connaît sans doute aussi dans d'autres pays, mais malgré tout, on a des savoir-faire qui sont assez uniques de par notre histoire, et le fait que ce patrimoine soit pérennisé, entretenu, valorisé, on va le voir après, était vraiment quelque chose d'important. Voilà, c'est un label d'État qui est donné à des entreprises sur tout un tas de critères. Alors, il y a aussi bien des critères de savoir-faire, de production, évidemment en France, mais aussi qui est mis à jour avec, par exemple, aujourd'hui, des critères environnementaux, ce qui, en 2005, n'était pas forcément aussi important que ce qu'on connaît aujourd'hui. En tout cas, c'était moins au cœur de la stratégie des entreprises et de l'inconscient collectif, on va dire. Et voilà, donc ce label, il évolue, mais il est vraiment donné sur des critères très stricts, et voilà, c'est quelque chose de très sérieux. Et il a, pour moi, quelque chose de très fort, c'est il rassemble des entreprises qui sont d'univers très différents, mais toutes avec le même critère de savoir-faire. C'est-à-dire que vous allez aussi bien avoir des chocolatiers que de l'industrie lourde, ou voilà, différents univers, ou linge de maison dont on fait partie. Ce qui n'est pas forcément le cas de beaucoup d'autres labels qui vont être des labels de Made in France, des labels voilà, qui vont être plus attachés à des secteurs d'activité. Et en fait, c'est aussi ce qui fait sa force, parce que du coup, ça va aider à son rayonnement, parce que ça aide à sa notoriété, et donc ça permet aux entreprises de pouvoir s'en servir, et comme étant un argument, en fait, ça cautionne un peu tout ce qu'on raconte. C'est-à-dire que les choses qu'on fait, on essaie de bien les faire, mais parfois c'est un peu du marketing, et on enjolive un peu les choses. Bon, là, on ne peut pas les enjoliver, parce qu'on a des audits qui sont réalisés par des gens très sérieux, par des organismes certificateurs avec des auditeurs très sérieux. Ça passe après en commission, enfin voilà, et fait de façon très très claire et très sérieuse à nouveau. Et donc voilà, donc ça permet d'être tous sur un socle commun. Et donc aujourd'hui, il y a 8 univers de marché, 1800 entreprises labellisées, voilà, 59 000 emplois en France. Et donc c'est un chiffre d'affaires qui est important
sur le marché français et qui est très important à l'export puisque à l'export, c'est 53,7% du chiffre d'affaires. Et donc, c'est vrai que le savoir-faire français, il s'exporte bien. Et donc voilà, donc c'était important ce label. Malgré tout, il n'y avait pas grand-chose qui était fait avec ce label. C'est-à-dire qu'on l'avait, on était content de l'avoir, on l'affichait dans nos boutiques, dans nos entreprises. Et voilà, et après, il ne se passait pas grand-chose. Et les choses ont un peu évolué. Donc, bon, le manifeste, vous l'avez compris, c'est de distinguer les entreprises qui font rayonner ce savoir-faire unique et l'excellence qui peut être à la fois industrielle et artisanale. Hein. C'est pas uniquement des artisans qui travaillent avec leurs mains, c'est aussi un savoir-faire qui peut être à plus grande échelle, mais c'est toujours un savoir-faire d'exception. On va aucune couper ces lumières. Et donc, il y a eu une bonne idée qui a été, en fait, il y avait une association des EPV qui existait, c'est l'Association nationale des EPV, la NEPV, comme je vous connais, amoureux des acronymes. Mais ça n'existe plus, ça c'était avant. Et en fait, cette ANEPV a été remplacée par un réseau d'excellence qui est dirigé par Crépin de Witt, qui est à la tête d'un family office et d'entreprises de production qui sont là aussi labellisées EPV. Et donc Tristan a pris la tête de ce réseau et avec lui, on a créé en fait ce qu'on appelle des verticales métiers. C'est-à-dire que la volonté, c'était de faire quelque chose de ce label et de pas uniquement être fier de l'avoir, c'était déjà bien, mais tant qu'à faire, autant s'en servir et aller plus loin. Et en fait, l'idée, c'était de créer donc à nouveau une verticale métier pour que des entreprises se regroupent et puissent, alors le terme n'est pas très joli, mais chasser en meute, c'est-à-dire voilà, pouvoir aller voir un hôtel et lui proposer différentes prestations. Alors ça peut être en amont sur, je sais pas, de l'étain pour un bar, de la marqueterie, de la robinetterie, etc. Enfin, tout ce qui peut composer un hôtel, un restaurant, etc. Évidemment, du linge de maison, vu les mails. Enfin, voilà, on ne peut pas avoir un hôtel sans linge de maison. Et donc, donc, du coup, de ce réseau Excellence, on a créé plusieurs verticales métiers. Alors, tout ça est assez récent puisque ça s'est fait dans les derniers mois. Hein. Et donc, la première verticale était alors oui, pardon, j'ai oublié, mais je vais revenir. La première verticale était le contract, je vais y revenir juste après. Voilà, je suis allée beaucoup trop vite dans mon histoire, excusez-moi, c'est pas grave, on va y revenir. Donc la première verticale, c'était l'excellence contract. Et donc ici, avec des ambassadeurs, je reviendrai juste après sur les slides que j'ai passés, avec certains ambassadeurs, dont Jean-Michel Villemotte comme ambassadeur et d'autres ambassadeurs associés et partenaires comme Patrick Join ou Oscar Lutin-Ono, qui sont des architectes ou designers connus et qui viennent là aussi apporter une caution. En fait, avec ce réseau Excellence Contract, on crée un écosystème qui permet d'aller aller voir des architectes pour leur proposer les services des différentes entreprises. En fait, c'est très orienté prescription et chiffre d'affaires au bout du compte, parce que le but, c'est quand même que tout ça génère du chiffre d'affaires pour faire vivre nos entreprises qui, pour qui la vie n'est pas simple tous les jours. Et il y a des petites, des moyennes et des grosses entreprises, comme vous l'avez dit. Et donc voilà, donc avec ce réseau Excellence Contract, ça nous permet d'aller voir des marchés publics, des promoteurs immobiliers, tout un tas de décideurs, et de pouvoir proposer le service des différentes entreprises. Et donc, évidemment, on va tous être sollicités pour un appel d'offres à un moment ou à un autre. Et donc, on va dire, oui, mais attends, tu dois avoir besoin aussi de robinetterie ou je ne sais quoi. Et donc, voilà, un tel Tristan Rodriguez qui a pris la présidence de ce réseau Excellence Contract. Et puis, voilà, avec le bouche à oreille, ça va permettre de créer du business. Donc, ça va permettre de créer du business. Donc, ça, c'était la première verticalité. La deuxième, évidemment, c'est la gastronomie, vous l'imaginez, puisque c'est pour ça que je ne disais pas. Mais je vais repasser quand même sur mes slides précédentes parce que c'est pas important. Donc, les ETV, elles sont regroupées par région. Donc, il y a évidemment, voilà, par exemple, nous, le Jacquard français, on a notre manufacture qui est à Gérardmer dans les Vosges. Donc,
donc on fait partie du réseau Excellence Grand Est. Mais on a aussi ouvert une boutique, on a aussi une boutique à Paris et une boutique à Lyon. Et on a la possibilité de se rattacher aussi au réseau de Paris, enfin d'Île-de-France et de Lyon, pour aussi essayer de rayonner et de participer à des actions communes avec d'autres entreprises de ces mêmes régions, parce que on va pouvoir rencontrer des officiels, par exemple. Donc, il va y avoir je sais pas, des événements, par exemple, cette année pour les 20 ans des EPV, pour l'anniversaire. On a organisé un événement qui était à Tonnerre avec tout un tas d'autres entreprises. Et ça permet de faire connaître à nouveau, de rayonner, donc de faire connaître les entreprises, autant au niveau du grand public, autant auprès du grand public, pardon, qu'auprès de professionnels, d'officiels, etc. Et toujours promouvoir, parce qu'en fait, pour faire du chiffre, il faut d'abord être connu, ça suffit pas, mais déjà, la notoriété est importante, et puis montrer qu'on est bien vivant à nouveau. Et d'où l'importance de ce terme d'entreprise du patrimoine vivant, auquel je suis très attachée. Donc voilà, donc on a plein de régions qui sont nos belles régions de France. Donc voilà, j'avance. Et puis, ce qui est très important aussi, c'est qu'on est soutenu par différents organismes. Peut-être que tu veux dire 2 mots là-dessus? On est soutenu par tout l'écosystème de l'export français. Donc, on parlait à la fois les CCI, les chambres de commerce internationales. On est en train de signer une convention avec elles pour, en gros, c'est un réseau de 950 salariés avec 195 implantations locales dans des pays très différents. À New York, par exemple, ils ont un espace de coworking qui accueille les entreprises françaises. Ils permettent aux gens de se rencontrer, de travailler ensemble. Donc, on a signé une convention avec elles. Et puis, on a aussi Business Rentre. On pense qu'on a énormément d'organismes, mais c'est en particulier au cours des 10 dernières années, qui se créent, qui sont alimentés pour aider l'exportation. Donc, on va les cibler en priorité. Et on est appuyé par, après, à peu près toutes les administrations françaises. On peut le voir ici, on peut le voir sur... Donc voilà, donc ensuite, vous l'avez compris, donc le réseau Excellence Gastronomie, il a exactement la même mission que le Contract, c'est de fédérer, d'accompagner, faire rayonner les entreprises du patrimoine vivant, de la gastronomie, des arts de la table et les équipementiers. Alors les EPV, ça a été traduit en anglais, mais c'est pas très joli, et finalement, même à l'international, on parle d'EPV ou d'entreprises du patrimoine vivant. Et donc, peut-être... Pierre, tu peux nous dire 2 mots sur le parallèle entre les EPV et le patrimoine Alors, je ne sais pas s'il y a vraiment oui, peut-être un parallèle, mais parce que finalement, ce que je conçois, c'est que c'est quand même assez distinct. L'un sans l'autre. Voilà, l'un ne fonctionne pas sans l'autre. Et ce qui est intéressant, c'est que le patrimoine immatériel, il est souvent défini par sa capacité à la fois avoir une profondeur historique, mettre en avant des différents domaines de savoir-faire, de tradition, mais d'être aussi recréé en permanence. Hein, et cette notion d'innovation est au cœur, je crois, du patrimoine vivant. Et vous l'avez dit, on a besoin d'être en permanence en mouvement, aussi, donc de se recréer. Et puis, autre sujet qui, à mon sens, doit aussi vous préoccuper, et peut-être qu'on pourra s'interroger sur cet aspect-là aussi, qui est cette dimension de transmission, à la fois des entreprises, comment elles continuent d'exister, et puis des savoir-faire qui y sont attachés. Parce que je crois que c'est aussi, et probablement un point, là on développe beaucoup de choses, mais qui sera essentiel à l'avenir pour l'économie, et notamment l'économie à l'export de la France, et de tout cette excellence de savoir-faire. On ne pourra pas, semble-t-il, concurrencer un certain nombre de manufactures qui font du chiffre à bas prix, et je ne cite pas d'enseignes en particulier d'actualité, et pourtant tout le monde voit très bien de quoi il s'agit, mais en revanche de mettre en avant la qualité, l'exigence, l'excellence des savoir-faire qui sont, oui, ce qui est particulièrement vrai pour la gastronomie, parce que dans les 3 différentes volets que vous avez mentionnés, que ce soit dans les arts de la table, les entreprises aussi familiales qui grandissent, mais c'est aussi, j'ai regardé comme ça un petit peu au niveau des régions, il y a aussi beaucoup d'enseignes, en tout cas pour la gastronomie, de vinaigriers, ou de plus petites structures, et qui ont besoin là aussi d'être soutenues, accompagnées, portées, puisque, et si je le comprends bien, le label
dont je crois qu'il est pas non plus, c'est pas à vie, hein? Non, il est pour 5 ans. Ouais, Donc tous les 5 ans, il faut repasser sur le grill avec de nouveaux critères qui complexifient à nouveau la chose. Donc en fait, c'est vraiment jamais gagné. ouais, donc il faut le renouveler, tu as la preuve, vous le méritez et oui, donc bon, peut-être chacun y arrive, je sais pas, j'imagine que c'est généralement, reconduit dès lors que l'entreprise, arrive à remplir les critères souhaités. Mais, regardez la région centre, on a une cinquantaine dans le domaine de la alors là aussi, c'est l'inventaire n'est pas à l'après-vert, mais quand même montre aussi toute la diversité et la richesse et ça, c'est peut-être une des questions et pardon si on ne suit pas exactement, le plan, mais peut-être une des questions, comment, on identifie ce champ, quand même extrêmement large, de la gastronomie, que nous on a défini comme étant l'art du bien manger et du bien boire, mais évidemment ça va de la table, de la façon dont elle est dressée, de la façon dont elle est présentée, jusqu'à l'ensemble des spiritueux, et Dieu sait si ça compte aussi à l'export, voilà. Mais comment on l'identifie, cette filière gastronomie? Cette future, Alors, on a une présentation qui va répondre à cette question et il y a 3 grands univers. Au sein des grands univers, il y a encore plein de sous-parties. Vous allez voir, il y a une douzaine de secteurs au total. On a une slide là-dessus qui sera peut-être qui sera plus intéressante. Je sais pas où elle est. Là, vous avez les 3 grands espaces. Donc, vous avez, je suis désolé, équipement. Et je sais pas, le voir de loin, c'est pas ma réussite. Je suis assez myope. Équipement de la gastronomie, art de la table et puis gastronomie et spiritueux. Donc c'est des grands ensembles. En fait, on a fait un interrogatoire, on a fait un questionnaire qu'on a envoyé à tous les EPV de la gastronomie. Donc il y a 1800 EPV répertoriés comme on l'a vu. Il y en a entre 300 et 400 dans la gastronomie. C'est donc important, enfin c'est une filiale importante. Et vous voyez donc équipementier de la gastronomie, donc, ça va être des emballages, des machines, ça va être le matériel de cuisine. Donc on a par exemple Christelle qui fabrique des batteries de cuisine et qui équipe aussi des chefs comme d'ailleurs des particuliers, le matériel de service. Après on a les arts de la table qui sont très bien représentés ici par le jacquard français. Donc c'est un exemple. Il y a aussi l'orfèvrerie, la coutellerie, la porcelaine. Ensuite il y a la gastronomie et spirituelle. Alors là-dedans vous avez énormément de choses. C'est un peu plus une catégorie fourre-tout, mais vous avez restauration, hôtellerie, vous avez les fromages, vous avez tout l'univers des produits. Et spiritueux occupe une place centrale. Pourquoi? Parce que nous, on est très très fiers pour les EPV d'incarner l'export. Il y a des très très bons réseaux domestiques qui sont sur le Made in France. On les a tous à peu près en tête. Nous, on est dans le Made in France, évidemment, mais notre particularité, c'est d'être à l'export. Donc, on va vraiment chercher des marchés. On en est fiers, on en est très heureux. Et c'est vraiment la spécificité numéro 1 du réseau, c'est l'international. Le problème qu'on a, c'est que la plupart de ces entreprises ne sont pas tout aussi bien achalandées, équipées et outillées en ressources humaines non plus que le jacquard français. Donc, c'est difficile pour elles parfois d'aller vers l'exportation. Donc, c'est là où le réseau a une utilité, c'est pour les aider. Souvent, ce sont des entreprises familiales qui aiment grandir très vite, sans s'équiper humainement, ce qui est le cas de la plupart des entreprises qui grandissent très vite. Et elles peuvent atteindre par exemple 1 milliard de chiffre d'affaires en étant toujours dirigées par 3 personnes. J'ai des cas très concrets en tête. Et du coup, 3 personnes, c'est pas suffisant pour gérer une boîte de milliards. Donc, ce type de réseau les aide à prendre conscience des problèmes qu'ils ont, que ces problèmes sont assez communs, et de la façon de les résoudre. C'est-à-dire, on va essayer de faire appel peut-être à des conseillers extérieurs, donc on leur présente des gens. Typiquement, sur la problématique douanière avec les États-Unis, on est en train de mettre en place un webinaire pour que les entreprises du secteur de la gastronomie, dont certaines sont très impactées par les jeux américains de Trump, puissent discuter avec un expert des tarifs douaniers et voir comment ils peuvent s'en sortir. Si je vous prends l'exemple de Christelle pour les casseroles tout à l'heure, il y a 2 régimes de TVA. Vous êtes plus taxé quand vous êtes, je crois, quand vous êtes importateur d'aluminium que de casseroles. Et le problème, c'est que systématiquement, les douanes américaines, quand vous leur présentez une casserole en aluminium, vont taxer sur la base la plus short, donc sur la base de l'aluminium. On est en train d'essayer de voir comment on peut faire en sorte que les Américains comprennent qu'une casserole est une casserole et pas juste un assemblage d'aluminium. Et ça suppose de passer par un expert, parce que moi, je ne saurais pas vous en dire plus sur le sujet. Tous ces univers-là, la volonté de Jean-Pierre Cointreau, qui est un peu l'inspirateur de cette verticale gastronomie, qui est aujourd'hui plus à la tête de son groupe et qui ne produit plus de Cointreau, mais produit plein d'autres choses, du champagne, etc.,
Jean-Pierre Cointreau, lui, il avait cette idée de rassembler toute la gastronomie, depuis les emballages jusqu'à le produit final, jusqu'au chocolat qui va atterrir dans les rayons du bon marché, ce qui est le cas de plusieurs de nos membres, dont Weiss, dont Giraudet, etc. Donc c'est des belles maisons, quoi. Et l'idée, c'est de prendre toute la filiale et d'essayer d'en faire ce que disait Béatrice tout à l'heure, un fonctionnement en meute, en pack. C'est-à-dire qu'on emmène un groupe d'entreprises et on les apprend à coopérer entre elles. C'est-à-dire qu'au lieu d'être concurrents, on va plutôt voilà, en assemblage, enfin ensemble, on va plutôt en équipe. Voilà. Ça, c'est difficile à faire, mais c'est possible à faire. On a des outils qui le permettent au quotidien, comme WhatsApp, Telegram. Vous pouvez créer des groupes, les gens s'investissent comme ils veulent, mais les groupes existent, il y a un terrain commun. Sur ces groupes, vous allez commencer à diffuser de l'information, vous allez animer le réseau, vous allez créer des sympathies, on organise également des événements et vous allez faire en sorte que les gens sortent de leur bulle et comprennent qu'il y a un environnement favorable à l'extérieur qui n'est pas compétitif nécessairement, pas agressif nécessairement, mais qui permet de coopérer. Vous avez ça, quand vous avez fait ça, nous on a pour l'instant 45 membres sur le groupe WhatsApp, donc c'est pas suffisant, mais c'est déjà pas mal. Et ça permet de démarrer un travail de montrer qu'on peut coopérer avec les autres et que c'est pas dangereux. Parce que souvent, dans mon univers, je suis dans les affaires publiques, à Notom, on travaille pour aider les entreprises à accéder au gouvernement. Je le fais pour le réseau Excellence à titre bénévole et on doit se battre assez régulièrement avec les pouvoirs publics pour qu'ils nous donnent de l'argent, qu'ils nous laissent tranquilles, ce qui dans le contexte sexuel est difficile. Et donc ça, moi dans mon univers, je sais que les gens sont hyper compétitifs, hyper à cran, donc je sais très bien comment ça se passe entre professionnels. Et c'est important de créer ces espaces de conciliation, de discussion et de compréhension plutôt que d'être systématiquement dans l'affrontement. Surtout que sur la scène internationale, on est les meilleurs dans ce qu'on fait, mais on n'est pas les meilleurs au plan commercial. Ça, c'est pas vrai. Et ça tient au fait que souvent, encore une fois, ce sont des petites structures. Je vais vous donner un autre exemple, c'est Michelin, par exemple. Au conseil, Michelin, il a super bien réussi sur les pneus pendant très longtemps sans avoir vraiment de concurrence. Et les Chinois produisaient des produits très, très dégradés. Donc, ils étaient assez tranquilles. Et puis, un jour, les Chinois ont produit des produits toujours aussi peu chers, mais de très, très bonne qualité. Et là, il y a eu un problème. Donc, on a un peu cette menace-là pour les arts culinaires, puisqu'il n'y a pas vraiment de raison qu'on soit épargné par ce type de logique. Shine, pour prendre cet exemple-là, fait des ravages dans le textile français. Ils sont à l'origine de la suppression de 14 500 emplois chaque année en moyenne. Donc c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'emplois détruits. Et ça, il faut qu'on anticipe dans les autres secteurs. Et le meilleur moyen d'anticiper, c'est d'aller à l'attaque et d'être fort. Donc ça veut dire que même cette quête d'excellence et cette image qui est quand même portée, je pense, sur la scène internationale, là aussi commence à être mis à mal. Non, elle n'est pas mise à mal, il faut juste anticiper le fait qu'elle peut l'être. Et qu'on ne va pas être éternellement, leader sur des marchés si on va pas les sécuriser et les prendre. Au contraire, on est en avance de face, mais il faut prendre ces places-là. Mais pour le Japon français, c'est extraordinairement important, je pense, de ne pas laisser de la copie ou de ne pas laisser des gens prendre une place qui est la nôtre. C'est ça, en fait, on sait très bien qu'on peut être copié très vite et avant même d'avoir mis des produits sur le marché, on peut être copié en fait, nos produits nécessitent beaucoup d'étapes et c'est encore très manuel, en fait et donc forcément dans des pays où la main-d'œuvre coûte moins cher, on pourrait également être mis à mal si on n'avait pas la force de la marque, la force de, quand même de nos créations, de nos designs et puis la qualité de nos produits. Comme disait ma grand-mère, je n'ai pas les moyens d'acheter, d'acheter des produits bon marché. Voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, on en est foncièrement convaincus les entreprises du patrimoine vivant et le réseau Excellence sont là pour soutenir ces savoir-faire, ces bonnes initiatives et cette belle qualité qui caractérise nos produits. Non pas que comme tu le disais, on ne puisse pas faire des produits de qualité dans d'autres pays où la main-d'œuvre est moins chère, mais quoi qu'il en soit, on a quand même, on a quand même un vrai savoir-faire avec des marques et on peut toujours être copié, mais je pense qu'avec les Jamais égalé, c'est sûr, en qualité. c'est ça. Mais donc l'idée, c'est ça, ce que vous avez là comme trend, c'est inspiré de ce qui est fait sur la construction, ce que vous avez vu tout à l'heure, contract. Ça suppose de créer une CNEPV commune, donc ça c'est tout le travail d'union qu'on a en train de faire, qui est la première phase, d'aller voir négocier avec les GMS, la distribution alimentaire, vous savez que c'est des gros sujets,
la distribution en général, dans le secteur alimentaire en particulier. Allez voir des vecteurs B2B du luxe, parce que souvent, quand même, les marques qu'on a dans le réseau sont des marques pas nécessairement de luxe, mais dont les clients sont plutôt luxe, dont les clients sont plutôt haut de gamme. Il y a aller voir des comptes hôteliers et des restaurants. Donc, on a des comptes hôteliers qui commencent à se labelliser EPV. Donc, l'hôtel Martinez, par exemple, à Cannes, a des processus. Donc, c'est très important pour nous. Pourquoi? Parce que c'est le client de beaucoup de PV. Donc, si en plus il est labellisé, que fait partie du réseau, j'ai envie de dire, on gagne 2 fois. Le Centre national de la gastronomie, alors ça, il y en a beaucoup qui ont cette appellation. Nous, ça vise le centre de Lyon, qui est très, très dynamique et qui prépare les Français aux concours internationaux de gastronomie. Il y a les marchés publics d'État. Alors là, c'est un peu le Far West pour beaucoup de PV parce qu'elles ne connaissent pas du tout la logique. Par ailleurs, ces marchés ne sont pas forcément faits pour les EPV. Soit ils sont trop grands, soit ils sont trop petits, mais c'est jamais forcément bien taillé. Les écoles de cuisine et les organismes de formation, ça par définition pour les EPV sont des bons pros, des bonnes manières de se montrer aux futurs clients. Et les décideurs, les politiques publiques, ça c'est le domaine qu'on a le plus travaillé jusqu'à présent, parce que c'est en France, l'agroalimentaire, c'est l'État, les deux sont comme ça. Chaque année, à l'Élysée, vous avez, ça s'est passé il y a quelques semaines, la grande réunion des chefs. Vous avez l'ambassadeur de la gastronomie qui était Guillaume Gomez jusqu'à très récemment. Il avait un vrai statut d'ambassadeur avec un vrai stas. Mais c'était pas juste un mot, c'était aussi son vrai job. Et pour l'État français, la nourriture, c'est juste incroyablement central. Et pour aller vite, vous avez 3 missions qui sont celles de toutes les verticales, fédérer, ça veut dire rassembler tout le monde, accompagner, ça veut dire former, donner des moyens aux gens de faire leur travail mieux, et puis rayonner, ça veut dire, parce qu'il y a une grosse demande, accompagner, qu'on a en négociation avec le CIRA qu'on rencontre la semaine prochaine, c'est le grand salon de l'agroalimentaire à Lyon, pour accompagner les EPV, avoir un stand commun, faire en sorte que les chefs portent des petits sigles EPV sur leur veste de chef et faire en sorte qu'on soit correctement référencé partout. Et il y a un gros travail en fait de marketing du label qui n'a jamais été vraiment fait. Ça fait 20 ans qu'il existe, mais c'est un peu la dernière chose que l'État sait en général, donc on les aide un peu sur le marketing. Ça change la culture d'État, mais ça reste quand même très, très hostile à tout ça, donc on les aide à penser en termes de marketing. On a prévu, outre le président, outre un étage où on est avec Béatrice un certain nombre à être moteurs, des ambassadeurs qui ne sont pas des EPV. L'idée, c'est de donner accès aux EPV à un réseau de gens qui eux-mêmes ont beaucoup de réseaux. Donc, ce sont des gens extraordinairement différents. Eric Baumard, c'est l'un des meilleurs sommeliers au monde et le sommelier de Georges V qui prend sa retraite cette année. Ils sont jubilés. Si vous avez 3 000 € à dépenser, réservez votre Il aura du temps à consacrer par la suite à la promotion. quelqu'un de très gentil et très enthousiaste qui n'est pas rapporteur des tarifs de son palais. Laurent Plantier, qui est un investisseur qui a créé les boulangeries, pas mal de réseaux de boulangeries, qui a créé les chocolats Ducasse. Si vous avez les chocolats Ducasse, c'est lui qui les a fait. Oui, donc il a été l'associé d'Alain Ducasse pendant C'est pendant un temps, qui reste un de ses meilleurs amis aujourd'hui. Vous avez Catherine Docupéa. Catherine, elle a créé le Chef Forbes Summit qu'elle a animé pendant 10 ans bénévolement. Elle est à la tête d'un énorme réseau parallèle qui s'appelle un format qui fait tous les événements monégasques. Donc elle remporte quelque chose comme 100 millions d'euros chaque année de Monaco, elle toute seule, et elle fait partie des marraines parce qu'elle adore manger tout simplement, et les chefs. Et Philippe Faure, lui, il a créé la liste, alors c'est très aussi français. La liste, c'est le classement des meilleurs restaurants du monde fait par un algorithme à la demande du Quai d'Orsay. Donc chaque année, vous avez une soirée, c'est leurs 20 ans cette année aussi. Et ils ont donc cette soirée annuelle au Quai d'Orsay qui récompense les meilleurs restaurants du monde. Et tout le monde vient. Le monde entier vient. Alors, Kevin Dumont, c'est un réseau qui s'appelle le Cercle K2. Il est aussi au Collège culinaire de France. C'est un réseau un peu plus institutionnel. Et José Silva, c'est plus la partie hôtel. C'est l'ancien directeur général du Lourdes 5. Et ce que je trouve que j'ai beaucoup travaillé avec eux. Donc, c'est un vivier plus sympa à recruter. Et ça, ce sont les premiers profils. On va avoir beaucoup d'autres gens, notamment Guillaume Gomez, qu'on va aller voir. On va essayer d'ajouter pas mal de ces bénévoles, évidemment. On leur demande un peu de temps, beaucoup d'attention à nos EPV en particulier, et puis de bien vouloir prendre autour du table avec nos EPV pour les aider. Sachant que tout ça est bénévole, évidemment. Et bon, passer au jacquard français. L'EPV depuis 2010.
Exactement. Alors je vais pas forcément prendre trop de temps parce que je pense que vous avez peut-être des questions, mais voilà, le jacquard français, en quelques mots, donc on est, entreprise Tasseman Vivant, donc on est labellisé depuis, 2010, mais c'est une entreprise évidemment qui est bien plus ancienne que ça. C'est une marque, emblématique qui fait partie du savoir-faire français, de l'art de vivre à la française et de ce rayonnement, international. Alors jacquard pourquoi en fait? Je vais vous raconter un peu, je suis sûre que beaucoup d'entre vous le savent, mais Jacquard, c'était Joseph-Marie Jacquard qui a créé des métiers à tisser, automatisés qui permettaient de faire des motifs, dans la construction des tissus et en fait, vous avez, un métier à tisser, classique avec des fils de chaîne et des fils de trame et au-dessus, vous avez une mécanique, qui relie chaque, fil de chaîne à, cette mécanique par une espèce de tige, hein. Donc cet ensemble de tiges, on appelle ça un harnais et un peu comme des marionnettes, hein, vous allez avoir la mécanique qui va faire lever ou baisser le fil de chaîne et en fonction de si le fil de chaîne est levé, bah, le fil de trame va passer en dessous, si le fil de chaîne est baissé, le fil de trame va passer au-dessus et avec cette, mécanique, donc vous allez avoir des motifs qui sont créés dans la construction du tissu et on le reconnaît, quand vous regardez un tissu parce que, au dos du tissu, vous avez le même motif qu'au recto, enfin qu'à l'avant, mais en négatif, enfin, bon, en effet négatif. Et donc c'était très ingénieux puisque tout ça a été automatisé. Donc il y avait ce qu'on appelait des cartons, c'est-à-dire c'était vraiment des grandes plaques de carton qui avançaient un peu comme dans les ordres de barbarie, vous voyez, avec des trous. Et donc s'il y avait un trou, la tige défendait, passait par le trou. S'il n'y avait pas de trou, la tige restait coincée. Donc le fil de trame était obligé de passer dessous. Maintenant, tout ça, c'est de l'informatique. On appelle ça toujours des cartons, en fait, les dessins qu'on envoie sur les métiers à tisser, mais ça se fait par de l'informatique, mais c'est toujours le même fonctionnement puisque c'est binaire, en fait, c'est toujours des zéros et des 1. On n'a rien inventé de bien extraordinaire depuis. Bon, maintenant, il y a l'intelligence artificielle, c'est autre chose, mais voilà, à l'époque, on n'était pas sur du quantique et des choses aussi complexes que ce qu'on est en train d'entrevoir aujourd'hui. Et donc c'était une belle innovation et nous, au Jacquard français, on a 53 métiers à tisser. Alors pourquoi, français? Bah, parce qu'on est basé dans les Vosges. Il y a un ancrage territorial qui est fort et dans toutes nos EPV, il y a un ancrage territorial qui est fort. Enfin, Christelle qui est, notre voisin, qui est pas quelques kilomètres de Gérardmer. On a, voilà, chacun a dans toutes les belles régions dans lesquelles on a vu qu'il y avait des EPV, on va trouver, bah, des cornichons, à Dijon, enfin je ne sais quoi, voilà, du champagne en Champagne, et cetera et enfin, voilà, l'ancrage territorial, il est fort. Alors bon, pour le jacquard français, c'est des Vosges parce que, il y avait une tradition, en fait, il y avait une tradition du blanchiment sur pré, pour qu'il faut savoir que le linge blanchit, au clair de lune plus qu'au soleil et donc on étalait, le linge qui était tissé, qui était cru avec des fils, naturels et crus, que ce soit du coton ou du lin et donc on déposait les draps comme vous le voyez sur la photo, dans les prés et avec une espèce de pelle plate qui s'appelait un relais trosse, on épandait l'eau sur les linges et cette eau avait un pH parfait, c'était de l'eau de la montagne il y a encore de la neige là-bas, et donc cette eau avec le clair de lune, blanchissait, et donc faisait des linges blancs, de nos grands-parents, alors aujourd'hui ça se fait dans des usines hein, et avec des machines qui reproduisent ce phénomène-là, mais quoi qu'il en soit, voilà, on a cet ancrage territorial qui est fort. Donc le jacquard français, ça remonte en fait à 1888 et même avant, c'était 1861 et même encore avant. En fait, pourquoi on a pris la date de 1888? C'est parce que c'était, la création des établissements Nathan Lévy et c'est le début du registre du commerce et des sociétés. Donc c'est pour ça qu'on a pris, légalement cette date. Mais voilà, ça remontait déjà avant et à cette époque, en fait, les gens avaient les familles avaient des métiers à tisser chez eux et regrouper leur production sous forme un peu de coopérative. Donc il y avait une marque, et donc il y avait plusieurs marques dans les Vosges et dans d'autres régions aussi évidemment, mais qui donc vendaient, commercialisaient le linge sous une même marque, même si ça n'était pas fabriqué, dans la même usine. Nous, l'usine a été créée en 1904, donc elle date quand même. Et puis, bah, le textile, ça a toujours été en crise, hein. Donc aujourd'hui, le textile est en crise, mais en 1900, c'était déjà la crise. En 1930, c'était la crise. Après-guerre, c'était la crise. L'usine a été rasée pendant la Deuxième Guerre mondiale.
mondiale. Et je parle de nous, mais ça a été quand tous nos confrères ont été logés à la même enseigne. Et puis, nous, notre usine a été reconstruite après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, à l'époque, on avait 73 métiers à tisser, mais dans les années 60, c'était la crise du textile, avec toutes les délocalisations justement vers des pays à bas coût qui aujourd'hui se régalent maintenant qu'on les a bien habitués à travailler pour nous, se régalent de venir travailler pour nous encore plus, puisque du coup, on a même plus, on a moins de travail parce qu'ils nous prennent un petit peu, mais ce n'est juste qu'un retour de bâton un peu logique. Et voilà. Et donc, on a eu la chance dans les années 60 d'être racheté par un monsieur qui s'appelait Jean Leduc et qui a créé un groupe qui aujourd'hui est un empire puisqu'il fait plus de 4 milliards et demi de chiffre d'affaires. Et c'est un groupe qui s'appelle Elis, qui fait de la blanchisserie industrielle. Et à l'époque, en fait, son grand-père s'appelait Théophile Leduc et avait créé les blanchisseries de Pantin en 1883. Et donc, Jean Leduc a créé un modèle économique qui était nouveau, qui était basé sur l'économie de la fonctionnalité, qui consiste à louer le linge plutôt qu'à l'acheter et le laver juste dans une blanchisserie. Et donc il vendait, c'est le modèle encore aujourd'hui du groupe, mais il vendait donc un service plutôt que le bien lui-même. Et donc pour louer du linge, il fallait qu'il en achète. Et donc, il a racheté les établissements Nathan-Légy. Et comme ça n'occupait pas l'ensemble de la capacité de production, on a eu envie de créer cette belle marque qu'on connaît aujourd'hui, qui a donc été créée en 1974, mais en reprenant tout le savoir-faire qu'on avait jusqu'alors. Et donc, a fait travailler Primrose Bordier, qui était la styliste populaire de l'époque, qui a fait le succès d'autres marques. Et donc, c'était une époque où on avait plein de motifs, des grandes fleurs, plein de couleurs, etc. Et on a toujours beaucoup misé sur l'innovation parce que je pense qu'un savoir-faire, on peut pas se reposer sur un savoir-faire et attendre que les clients viennent. Ça ne suffit pas. Il faut toujours se remettre en question et toujours innover. Et pour ça, c'est pas forcément évident. Et c'est bien d'avoir des gens pour aider. Et c'est aussi une des causes du réseau Excellence. Et donc, jusque-là, le linge était blanc ou écru. Et donc, elle a eu l'idée de faire passer d'abord des fils de trame de couleur. Donc, tu as donné du linge qui était bicolore. Et puis, aussi des fils de chaîne, où avec l'entrecroisement des fils de chaîne et de trame qui étaient de couleurs différentes. C'est ce qui donnait les motifs qu'on connaît aujourd'hui avec des produits qui sont multicolores, un peu comme des tapisseries d'Aubusson, sauf que c'est fait sur des machines. Et donc, voilà. Donc, c'était une des innovations à l'époque. Et donc, on a eu la chance d'être racheté par ce groupe qui croit toujours en nous et nous soutient et à qui on fournit toujours du linge, évidemment. Et voilà, on parlait tout à l'heure de succession pour des entreprises et de transmission. Et voilà, le fait de se faire racheter par un groupe, évidemment, c'est important. Et le groupe Elis, en l'occurrence, il est français. Et donc, c'est d'autant plus important. Voilà, non pas qu'on n'aurait pas envie d'être racheté par des Chinois, mais en tout cas, voilà, on a voilà, cette chance-là. Et puis, voilà, on a plein de vies différentes et on s'est beaucoup diversifié aussi parce qu'on était très connus pour nos nappes et nos torchons, mais la vie fait que les gens utilisent moins de nappes aujourd'hui que ce qu'on a pu en utiliser il y a encore 20, 30 ans ou 50 ans. Donc, on a monté des collections de linge de lit, etc. Et puis, on a ouvert un nouveau magasin que je vous invite à vous visiter, qui est à l'angle de la rue Bonaparte et de la rue Jacob, au cœur de Saint-Germain-des-Prés, à 2 pas des Beaux-Arts, dont on parlait tout à l'heure, et que je trouve très joli, mais vous verrez quand vous irez. Et donc voilà, donc on a toujours eu il y a toujours des hauts et des bas, et il y a plein d'enjeux pour nos entreprises. Donc je parle de nous, mais c'est un petit pareil chez les autres, et en particulier des enjeux de recrutement. Donc là aussi, on essaie d'aider les autres à donner des conseils pour recruter, parce que quand j'ai repris la direction de l'entreprise en 2017, on avait 50% des collaborateurs qui devaient partir à la retraite dans les 5 prochaines années, ce
risquer beaucoup parce que ce savoir-faire est très manuel et il s'apprend d'homme à homme, enfin, de personne à personne. Et la preuve en est que, en fait, il y a, il y a, il y a 3 ans, j'ai eu une collaboratrice, une tisserande qui est partie à la retraite. Toutes ses sœurs avaient travaillé, elles étaient 5 sœurs, elles avaient toutes travaillé au Jacquard français et même avant chez Nathan Lévy, et elles avaient été formées par leurs parents qui travaillaient déjà comme titrants chez Nathan Lévy. Donc, ce sont des histoires qui sont formidables. Et en fait, on en a plein d'histoires comme ça. Et, et en fait, ces enjeux de recrutement, là aussi, la communication est extrêmement importante parce qu'en 2017, les gens dans la région, parce que mes prédécesseurs aimaient bien vivre un peu caché. C'était le vivant heureux, vivant caché. Donc là, c'était quelque chose qu'on trouvait beaucoup dans les années, dans les années passées, on va dire. On va pas donner de date, mais et en fait aujourd'hui, on peut plus vivre comme ça. Et donc, quand on déposait des annonces pour recruter, on avait globalement pas de candidature, ou en tout cas des candidatures qui étaient vraiment pas du tout de qualité. Et non pas qu'on veuille des gens qui aient de l'expérience, parce qu'en fait, il n'y en a plus, car il n'y a plus d'école, et tous les gens qui ont du savoir-faire, que ce soit des tisserands, des noueurs, dans tous les métiers, ils sont tous en poste, donc tant mieux. Euh, mais voilà, il faut quand même ce qu'on appelle des talents, c'est-à-dire qu'on essaie de recruter des gens, enfin, des hommes, des femmes qui aient envie de travailler, qui aient envie d'apprendre et qui soient capables aussi d'apprendre et de travailler. Et donc, on a fait toute une campagne de communication, d'où l'importance des EPV, d'où l'importance d'entreprises et découvertes, qui fait aussi des visites, qui nous aide à organiser des visites d'usines, etc. Et, euh, et en fait, on a fêté nos 130 ans à l'époque, et d'où et 1888, qui était une date officielle qu'il fallait qu'on définisse pour ne pas raconter n'importe quoi. Et donc, voilà, on a fait cette grosse campagne de communication. On a même fait des mailing boîtes aux lettres sur toute la zone de chalandise avec toutes nos offres d'emploi. On a organisé des grandes fêtes avec les officiels, etc. On a communiqué dans la presse. Enfin, voilà, on a fait tout. Bon, moi, j'ai une formation quand même en marketing, donc c'est vrai que ça m'était plus facile pour moi parce que c'était ma formation. Mais je me mets à la place d'indépendants ou de gens qui ont des petites manufactures et qui n'ont pas cette formation parce qu'ils ont un savoir-faire sublime, et que voilà, tout le monde n'est pas forcément très habile en communication ou sur les réseaux sociaux ou quoi. Mais voilà, et ça a marché puisque en 2 mois, j'ai eu plus de 200 candidatures, et donc on a réussi à trouver, voilà, à pérenniser notre savoir-faire, à former tout le monde. On a mis en place des contrats de professionnalisation. On est aussi aidé par les OPCO, enfin des organismes d'État qui financent un petit peu les contrats de professionnalisation, d'apprentissage, etc. Et donc voilà, mais à nouveau, c'est vrai que le réseau Excellence, il est là aussi pour aider les entreprises quand on a un problème, à essayer de trouver une solution. Donc c'est aussi cette union qui est importante. Et donc voilà, on a tous été confrontés à ça. Sur ce sujet, parce que c'est un enjeu crucial on l'a dit tout à l'heure, de transmission, mais c'est aussi donc la formation. Et on voit que dans d'autres secteurs d'activité, comme vous l'avez dit, il y a personne pour reprendre parfois le métier ou le geste ou le savoir-faire qui est. Est-ce que la solution, puisqu'elle n'existe pas forcément dans le public, c'est d'avoir son propre lieu de formation? Ouais, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que soit c'est une école qu'on crée dans les entreprises, mais c'est assez engageant et ça prend, voilà, tout le monde ne peut pas faire ça. Il y a des grosses entreprises qui peuvent le faire, ou des moyennes grosses, on va dire. Mais sinon, vous faites des contrats de professionnalisation avec des tutorats, et ça peut être qualifiant. Mais voilà, c'est des espèces de micro-écoles qu'on crée dans les entreprises, et donc avec un tuteur. Et puis, c'est un contrat de professionnalisation qui c'est très strict, c'est-à-dire qu'il faut vraiment établir un programme sur plusieurs mois, avec différentes étapes de vérification, etc. Et ça marche très bien. Mais là aussi, les OPCO aident à ça. Et en fait, on a quand même des écosystèmes qui sont intéressants, mais encore faut-il les connaître. Et donc, le fait de pouvoir demander à quelqu'un qui est dans le réseau, ça aide à trouver des solutions. Le réseau de l'entreprise du patrimoine vivant pourrait aussi, sur certaines branches, se fédérer. C'est un peu ce qui est fait pour conquérir les marchés, pour se renforcer, mais aussi en matière alors, je ne sais pas que l'enseignement est un marché, mais en tout cas une création de plus-value.
Oui, complètement. Alors, il y a ça peut être par les EPV, il y a aussi des différents métiers. C'est-à-dire que nous, on est rattaché à l'Union des industries textiles, donc il y a des écoles qui sont plus spécialisées dans le textile. On est aussi rattaché à la Confédération des arts de la table et on a enfin, il y a des gens pour aider aussi. Donc en fait, mais les écosystèmes, il n'y a pas que les EPV ou le réseau Excellence. Mais disons que le réseau Excellence, il va avoir plus pour mission de rayonner, d'aider à exporter, d'aider à faire du chiffre d'affaires. Mais malgré tout, le fait d'avoir un réseau, c'est toujours l'occasion de trouver des bonnes idées là où on peut les prendre. Bon voilà, l'art de vivre à la française, je vais passer rapidement, mais donc ça en fait tout un tas de jolis produits, mais je pense que vous les connaissez, donc je ne sais C'est un pas. peu ce qu'on exporte avec les EPV, hein, c'est l'art de vivre à la française. En fait, ce que les gens nous achètent, c'est un art de vivre, c'est une image. Ils aimeraient bien pouvoir être français pendant leur repas, pendant le temps de leur loisir. Et on leur revend cette idée-là qu'ils peuvent devenir français à l'espace de quelques heures. C'est ce qu'ils achètent en général. Alors, ils ne connaissent pas tout des Français, sinon ils seraient plus mesurés dans leur enthousiasme, mais l'art de vivre évoque bien. En revanche. Donc le jacquard français, c'est un bout de l'art de vivre à la française. C'est très important. Voilà, donc le style de jacquard français, là aussi, c'est quelque chose, enfin, c'est très lié à la mode et très, enfin, le savoir-faire, il est aussi assez immatériel. C'est-à-dire que oui, il y a la technique de tissage, mais quand on parlait de patrimoine immatériel culturel, le style et voilà, la mode française ou la mode italienne et enfin, ça, c'est quelque chose qui nous est vraiment propre et j'ai toujours plaisir à dire qu'en fait, nous, nos produits, enfin, nos stylistes, créer, donc des produits, sublimes et avec un ADN qui est assez, fort et particulier. C'est-à-dire qu'en général, on le reconnaît et souvent vous verrez sur les produits, vous avez un ce qu'on appelle un petit tweak de couleur, c'est-à-dire que vous avez une nappe, rose par exemple et vous allez retrouver une petite bande verte ou genre dans des couleurs qu'on n'imaginerait pas du tout s'associer à ça et en fait, ce tweet, c'est ce qui va être à la limite du mauvais goût, mais qui sait que ça va être extraordinaire, en fait. Et donc, c'est un peu bizarre expliqué comme ça. Mais voilà, ce style de jacquard français, il est très fort et alors il est copiable évidemment parce qu'on peut tout copier, mais c'est pas aussi facile que ça. Bon, nos forces, c'est le savoir-faire, donc les EPV, c'est la qualité, c'est la créativité. En tout cas, les charges, ils mesurent avant tout le savoir-faire. Donc, c'est un organisme qui s'appelle SGS, qui est un organisme certificateur indépendant qui est basé à Genève, qui fait toute l'évaluation du dossier. Et il étudie principalement l'unicité du savoir-faire, c'est-à-dire est-ce que c'est unique, est-ce que ça peut être fait par quelqu'un d'autre. La réponse sur le jacquard français, c'est non. Quels sont les procédés de fabrication, est-ce qu'ils sont originaux? La réponse est oui. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui distingue, qui est inimitable quelque part dans le temps de création? Donc voilà, le savoir-faire au cœur de nos forces. La présence du coup, elle est internationale. C'est-à-dire que, c'est toute l'importance de ce réseau, c'est de pouvoir, exporter. Nous, on exporte dans 80 pays à peu près. Alors il y en a on a des gros pays d'exportation comme les États-Unis, des plus petits comme, je ne sais pas, la Côte d'Ivoire ou, le Mexique par exemple. Mais voilà, on a, ce rayonnement quand même international qui montre que ce savoir-vivre à la française, il est très prisé et partout dans le monde, en fait, parce que c'est quand même une référence et c'est une fierté qu'on doit avoir, en tant que Français et qu'il faut vraiment, cultiver. Il faut surtout pas perdre ça et heureusement que notre, gouvernement, en est conscient et donc maintient ce label EPV. Ce serait vraiment dommage de l'abandonner. Donc voilà, on est présent dans les grands magasins un peu partout dans le monde, chez des revendeurs, évidemment et puis en hôtellerie aussi, d'où, le PV Contract, dont on parlait au début, auquel on adhère aussi, enfin et enfin l'hôtellerie, c'est important pour nous, pardon, pour, différentes raisons, parce que, dans des beaux hôtels comme le Martinez ou le Bristol qui sont EPV, ils aiment quand même les belles choses et donc ils favorisent, des produits, tels que les nôtres et là aussi, c'est vrai que, ce savoir-faire français, dans des beaux établissements comme ceux-là, il faut, enfin ça paraît assez logique qu'ils soient favorisés. Ils peuvent toujours aller travailler avec d'autres marques, mais on va dire qu'il y a quand même une préférence, nationale et une préférence pour nos savoir-faire, en tout cas.
Donc voilà, c'est une usine que vous voyez qui existe depuis, plus de 100 ans, maintenant. Elle a été reconstruite à l'identique après-guerre, donc elle date de 1904. Et donc on a, 110 collaborateurs. Enfin, bon, je suis pas forcément là pour lui faire Est-ce qu'elle est ouverte dans le cadre des journées du patrimoine, par exemple? Vous faites des journées portes ouvertes qui sont aussi une façon de sensibiliser le grand public et de mobiliser, j'imagine, euh, les ouvriers, les salariés. Tout à fait. Alors on est en train de se structurer parce que tout ça, ça prend du temps. En fait, nos métiers à tisser sont très proches les uns des autres. Donc, c'est un peu dangereux de laisser des gens se promener pour piquer des enfants, etc. Il ne faut pas que les petites mains aillent se faire cogner par les métiers à tisser qui tapent très fort. Donc, on a un magasin d'usine avec une vue sur le tissage et une explication dans ce magasin qui explique l'histoire du jacquard français les méthodes de fabrication. On va expliquer comment ça fonctionne. Et pour des petits groupes, on fait des visites du tissage. Mais voilà, il y a 95 décibels. Enfin, ça se fait dans des conditions, c'est assez tropical parce qu'il faut, un taux d'humidité assez fort, enfin, un taux d'hygrométrie assez élevé pour que le lin se tisse bien et le coton aussi, mais en particulier le lin, qui est une matière qui a besoin de chaleur. Donc voilà, mais on fait aussi des visites d'usines, mais c'est important et en fait, c'est de plus en plus demandé. Donc le savoir les visites industrielles, pas sont très prisées, le tourisme Oui, industriel. non, c'est pas forcément le sujet qu'on devait développer là, ce soir, mais c'est vrai que ça attire, il y a une curiosité de plus en plus forte. Alors évidemment, quand on visite le Hinché qui a été dessiné par Vinmode, puisqu'on en parlait dans un château du Médoc, c'est tout de suite très, très agréable aussi, donc en plus que c'est une dégustation. Mais je me souviens de la Monnaie de Paris qui, là aussi, montrait comment des ateliers et ces expositions avaient eu un succès tout à fait incroyable de voilà, montrer de l'arrière du décor, de la façon dont sont façonnés et de la façon dont sont ces gestes, ou plus récemment, la restauration du tableau dans un autre registre à Orsay, d'enterrement ornant, les gens peuvent voir en direct ce qui se passe. Donc j'imagine que le secret comme ça, un peu dévoilé du Jacquard français, est quelque chose qui aussi attire et rend les publics curieux. Absolument. Et donc voilà, avec ces visites, vous découvrez tous ces métiers donc qui sont, des encadreurs, des noueurs, des ourdisseurs, des encolleurs, des liseurs, des tisserands, des gens des visiteurs qui font de la visite de pièces, donc du contrôle qualité. Et donc tous ces beaux métiers, finalement, ils sont, c'est un peu comme nos entreprises, ils sont très, dépendants les uns des autres puisque, chaque étape, heu, vient l'une après l'autre et donc si, un défaut, intervient à un moment, de la production, ça va être répercuté sur toute la suite et donc il faut que tout le monde, travaille bien ensemble et bien de concert et la communication est importante. Enfin tout ça, ça fait partie de notre, savoir-faire aussi. Voilà et donc en gros, il faut 1 an pour, fabriquer, un nouveau produit de la création jusqu'à la mise sur le marché. Donc c'est un secret de fabrication qui est un peu long, et donc je vais finir par une vidéo. Alors il n'y a pas le son, mais je peux parler sur la vidéo du coup. Hop, enfin, du son, mais là, ça marche pas, voilà et donc ici, vous êtes à l'usine, à Gérardmer, donc voilà, ça c'est le cancre sur lequel on va mettre toutes les bobines de fil pour fabriquer la chaîne et cette chaîne après va être nouée sur le métier à tisser pour, après, tisser et donc ici on est en fait à l'étape de l'encollage et après ici on a le nouage où, on va, du coup pouvoir nouer les fils, les nouveaux fils de chaîne aux anciens et donc vous voyez le motif qui se crée au fur et à mesure dans la construction du tissu. Et ça, c'est vraiment une spécificité des métiers jacquard. Bon, ça, c'est une collection qu'on avait développée pour l'Élysée, parce qu'on a la licence, on produit on fabrique des produits pour la licence Élysée. Et bon, on vend aussi des produits à l'Élysée pour des manifestations officielles, hein, pour les nappes de cérémonie, etc. Mais là, c'est une collection qu'ils commercialisent. Et Vous n'avez pas qu'on peut acheter en face de l'Élysée, donc rue du Corot Saint-Honoré, en face de 55. Vous avez une boutique, ils ont développé la marque Élysée, donc vous pouvez acheter les produits de Jacquard français là-bas. Et pas que, parce qu'il y a plein de belles autres Il y a beaucoup entreprises d'autres maisons. et
Et en fait, c'est important aussi parce que les recettes parce qu'on revers des royalties, à l'Élysée et en fait, ces recettes, sont utilisées pour, entretenir le patrimoine, le site, enfin leur présidence quoi, enfin voilà le palais de l'Élysée, merci. Qui a besoin d'être entretenu parce que c'est quand même c'est comme une grosse préfecture. Ouais. C'est tout petit, c'est très joli, mais c'est tout petit. Voilà et donc ça a besoin d'être entretenu et donc on participe à la rénovation, du palais de l'Élysée. Donc c'est aussi une fierté, voilà. Merci. 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 Continue à regarder, c'est pareil.